Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rediffusion du Café des sciences géographiques organisé le 8 décembre 2023 dans le café chez Françoise. Nous sommes Bang, le bureau à venir des nouveaux géographes. Nous sommes l'association de filière des étudiants en géographie de l'Université d'Avignon, donc de la L1 au Master 2. Et nous avons deux objectifs principaux dans notre vie associative. Le premier, c'est celui de promouvoir la vie de campus à travers les soirées étudiantes ou le concours de pétanque que nous avons fait à la rentrée 2023. Mais aussi, nous avons un objectif pédagogique, donc de promotion de la géographie. Et à travers ça, nous faisons des événements thématiques sur des sujets que l'on a en cours. Par exemple, la conférence de l'an passé, l'année 2022-2023, qui portait sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Cette année, nous faisons un café des sciences chez Françoise sur la thématique de la géomatique au service du développement du solaire flottant. Avant de vous présenter plus en détail la thématique du jour, nous tenons à remercier le Café des Sciences avec qui nous collaborons pour cet événement-là, et aussi le restaurant Chez Françoise qui nous accueille ce soir. Notre invité du soir sera Constance Dallery, qui est ingénieure support technique à l'entreprise Electricity. Donc leur but, c'est de trouver des lacs, de les acheter ou de les louer et d'y apposer des panneaux solaires flottants dessus afin de revendre l'électricité à EDF. Et donc, nous allons savoir comment la géomatique se rend-elle au service du développement du solaire flottant. Donc, ce Café des Sciences s'est déroulé en deux parties. La première partie était une présentation magistrale, entre guillemets, de Constance Dallery, sur les activités de l'Electricity et de son métier d'ingénieur support technique. Et puis une partie, un jeu de questions-réponses entre le public et notre intervenante. Dans cette rediffusion, nous vous proposons la seconde partie de la présentation de Constance Dallery, puisque nous avons eu un problème technique lors de la première partie. Donc vous pourrez voir cette seconde partie, plus le jeu de questions-réponses qui a suivi. Donc voilà, c'est aussi le propre du Café des Sciences, c'est de pouvoir avoir un jeu de questions-réponses qui est assez complet et instructif. Bon visionnage. Donc pour pouvoir rentrer dans ces appels d'offres, il faut qu'on remplisse un certain nombre de critères puisque c'est extrêmement normé. Après, nous, dans le solaire flottant, comme c'est écrit sur la slide précédente, on rentre dans une catégorie site dégradé, donc ça fonctionne bien, mais voilà, pour vous dire que on ne peut pas candidater de façon un peu sauvage, on va dire. Il faut qu'on rentre dans certaines cases pour rentrer dans les critères de l'appel d'offres. Et enfin, une fois qu'on a sécurisé notre tarif d'achat, on va essayer de signer un raccordement parce qu'on va vouloir potentiellement injecter notre électricité sur le réseau. Donc pour ça, il faut qu'on puisse se raccorder. Et donc là, il faut qu'on ait un point de raccordement où il y ait suffisamment d'espace disponible pour pouvoir injecter notre électricité, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on rentre en conflit aussi avec tous les autres projets de renouvelables, donc le solaire au sol, l'éolien. Donc on va dire tout le monde veut sa part du gâteau. Et ensuite, donc, une fois qu'on a fait tout ça, notre projet est sécurisé, tout est OK, tout est ouvert, on va pouvoir construire notre projet. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo. Je ne sais pas où elle est. De vous montrer un peu comment ça se passe, un chantier de solaire flottant. Mince. C'est bon, ça remarche. Donc voilà une centrale solaire flottante. Donc je vais mettre pause, je vais vous commenter. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le besoin pour la construction de surface n'est pas si grand que ça, puisqu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler par gros blocs la centrale. Donc là, comme vous voyez, on va faire une rangée de panneaux qu'on va venir accrocher au fur et à mesure, et ensuite on va pousser la centrale petit à petit dans l'eau. Donc je pense qu'on voit mieux après. Voilà, en fait, là, vous voyez peut-être déjà l'espace qui est nécessaire pour la construction. Vous voyez, c'est pas non plus énorme. Donc, on a une empreinte au sol qui est finalement assez réduite. Donc là, en fait, voilà, on vient construire les lignes de panneaux. Et une fois qu'on en a fait suffisamment, on pousse et petit à petit, ça va dans l'eau. Et une fois qu'on a fait... Donc, on ne fait pas toute la centrale d'un coup. Hein, on fait bloc par bloc. Donc ça, je pense qu'on va le voir. Voilà, assez bien là. On fait bloc par bloc. Donc, comme vous voyez, là, un gros bloc qu'on vient ensuite déplacer en bateau et venir raccrocher aux parties de la centrale qui sont déjà en place. Voilà, globalement. Donc il y a une grosse partie quand même de la construction qui se fait au sol. Ah, ça, c'est intéressant. Donc je vous disais, c'était un panneau
par flotteur. Donc il y a aussi des rangées de panneaux des rangées de flotteurs libres qui permettent de faire la maintenance. Et en fait, ce qui est assez drôle avec cette technologie, c'est que c'est un peu comme un jeu de construction, c'est-à-dire que c'est des flotteurs qu'on vient assembler et on met des grosses vis. Et concrètement, c'est aussi simple que ça. C'est pas non plus d'une complexité monstre. En tout cas, pour ce type de technologie-là, c'est vraiment, on vient mettre les panneaux les uns en dessous des autres. Les flotteurs, il y a des oreilles avec des trous. On met une vis dans les trous, on visse et voilà, c'est la centrale. Voilà, voilà, quand on pousse, quand on a fini. Je pense que c'est globalement ce qu'il y avait à voir sur ces sujets-là. Ouais, je pense que voilà. Donc voilà comment se passe la construction d'un projet solaire flottant. Donc là, voilà, c'est environ 6 à 8 mois. Je parlais tout à l'heure du projet géant en Haute-Marne qui allait durer plutôt 13 mois, parce qu'on est sur un projet avec des dimensions bien supérieures à ce qu'on a habituellement. Mais voilà, entre guillemets, on a 6 à 12 mois. Et ensuite, on va avoir toute l'exploitation, donc qui va durer suivant... bon, là, il y a écrit 30 à 40 ans. Voilà, c'est à peu près 30 à 40 ans. Donc on va exploiter la centrale et on va faire ce qu'on appelle les suivis environnementaux. Donc je vous parlais tout à l'heure des mesures ERC. Dans ce cadre-là, on va pouvoir mettre, parce qu'en fait, on ne met pas en place uniquement au moment de la construction, mais sur toute la durée de vie du projet. Donc de la construction au démantèlement, on va potentiellement mettre comment ça s'appelle, des mesures pour essayer de réduire au maximum l'impact de notre centrale tout au long de sa durée de vie, et notamment au moment de son exploitation. Et du coup, on va faire un suivi de ces mesures et de voir l'efficacité de ces mesures-là. Voir s'il y a besoin de réarrangement, si c'est bien efficace, si on a bien les résultats qu'on espérait. Et enfin, le démantèlement et la remise en état. Donc là, on démonte tout et on enlève tout. Bon, ça, j'en avais parlé. Et enfin, le dernier sujet dont je voulais parler, c'est la cartographie appliquée à la détection de sites. Donc concrètement, au tout début de la chaîne, c'est un vrai enjeu dans notre travail de détecter les bons sites et d'aller directement sur les bons sites pour économiser, on va dire, pour économiser nos moyens, pour se focaliser directement sur les projets les plus intéressants et ceux qui seront normalement le moins compliqués à développer. Donc pour ça, on va commencer par collecter des données. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, de collecter des données fiables, pertinentes et suffisamment pour pouvoir avoir une bonne analyse et une bonne vision de nos sites. Donc on va commencer par tout ce qui va être plan d'eau. On va avoir toutes sortes de bases de données qui existent, mondiales, européennes, françaises. En France, en plus, on a vraiment beaucoup de chance qu'il y a quand même énormément de données qui sont disponibles à l'échelle de la France, vraiment à l'échelle nationale, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et il y a énormément de choses qui sont ouvertes et à disposition. Donc c'est quand même un vrai atout. Ensuite, on va voir tout ce qui va être environnement, donc avec tout ce qui va être zonage, SNIEF 1, SNIEF 2, Natura 2000, Ramsar, les parcs nationaux, tout ce genre de choses. Donc ça, on va pouvoir le récupérer soit auprès de l'INPN, soit auprès des DREAL. Donc les DREAL, c'est les entités qui sont rattachées aux régions, qui peuvent mettre à disposition aussi des données cartographiques. Ensuite, on va avoir aussi des données paysages, donc aussi, à nouveau l'ADREAL, ce qui peut être aussi l'UNESCO ou d'autres entités peut-être plus locales. On va avoir aussi toutes les données liées au réseau électrique, donc comme je vous parlais de raccordement, que ça joue énormément, que ça coûte très cher, ça prend beaucoup de poids aussi dans nos projets. Donc nous, on a la chance aussi en France d'avoir Capareso qui tient à peu près à jour l'état des postes sources en France. On va aussi avoir donc l'Audrey qui donne les lignes électriques et d'autres informations aussi sur tout ce qui va être conduite de gaz, ce genre de choses. Après, on va avoir toutes les informations, on va dire, ce que j'ai appelé techniques, donc avec le relief, le vent, l'ensoleillement, qui sont aussi dimensionnantes par rapport à nos projets. Après, il va y avoir tout ce qui est aspect réglementaire. Donc, avec les zones d'accélération, j'ai pas mis non plus tout ce qui est PLU, PLUI, ça va nous intéresser, et aussi le cadastre. Donc ça va être plutôt pour la partie identification des propriétaires. Et enfin, bon, de façon un peu plus
un peu plus large, tout ce qui va être limite administrative, donc les communes, les communautés de communes, les départements, les régions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données, elles sont soit directement téléchargeables, donc ça va prendre soit la forme de... Là, on va rentrer un peu plus dans le technique, mais soit des formats déjà de données carto, soit tout simplement des Excel ou des CSV qu'on va pouvoir convertir, ou alors directement des flux de données sur lesquels on va qu'on va pouvoir récupérer notre donnée comme ça. Donc une fois qu'on a récupéré toutes ces données, faut en faire quelque chose, et du coup on va les exploiter, les traiter. Donc on peut soit les traiter d'une façon assez simple, donc récupérer la donnée brute et après faire des calculs. Donc notamment, là je vous ai donné l'exemple de la surface du lac pour avoir une estimation du potentiel du site. Ensuite, et après il va y avoir tous les croisements pour essayer au maximum de cumuler par exemple sur un site le maximum d'informations. Donc la distance par exemple au poste source le plus proche, donc ça c'est avec en comparant des points, des polygones, ça va être notamment du recouvrement de zones qu'on va pouvoir ou des intersections de zones. Donc est-ce qu'on est en Natura 2000, en SNIEF, tout ça c'est des choses qui vont nous intéresser. Ou alors carrément extraire de la donnée de raster. Donc ça faire des statistiques sur la zone ou récupérer des valeurs en un point donné. Donc ça c'est ce qu'on va faire avec latitude, l'ensoleillement. Une fois qu'on a récupéré toutes ces données, ce qui va nous intéresser, nous, c'est après de classer, comparer les sites, de savoir lequel va être le plus intéressant, puisqu'en fait, là, comme vous voyez, les données de base sont quand même assez variées. Donc chaque site on va entre guillemets avoir son panel et sa distribution de contraintes. Et du coup, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir les comparer, pour pouvoir dire lequel nous paraît être le plus facile, sur lequel on va pouvoir plus facilement développer un projet ou pas. Et pour ça, on va créer un système de notation avec des critères. Donc nous, ce qu'on a fait chez Electricity, c'est qu'on a découpé en plusieurs catégories. On a mis des critères dans ces catégories-là, ce qui nous permet de nous donner une note par catégorie et ensuite de donner une note globale au site. Donc après, si on veut comparer, on peut faire soit des comparaisons sur les notes globales, soit sur les notes des catégories. Et en quoi ça va être utile de faire tout ça ? Ça va nous permettre déjà d'estimer un potentiel, puisqu'on a estimé le potentiel global de tous les plans d'eau qu'on avait pu identifier. Donc on va pouvoir faire une estimation globale et on va pouvoir dire aussi concrètement, ok, celui-là il nous paraît très contraint, on va pas pouvoir aller dessus, ou ok, il y a un potentiel qui est assez énorme, mais comme il est trop contraint, on sait qu'on pourra jamais faire de projet dessus. Donc c'est un site sur lequel on va pas forcément aller chercher, on va pas aller forcément essayer de mettre du temps dessus, puisqu'on sait qu'on va pas avoir de projet ou peu de chances d'avoir un projet qui aboutisse. Donc ça va me permettre de faire un peu le tri sur ce qui est vraiment viable comme site. Donc de les classer, de prioriser les sites, de faire une estimation globale d'un territoire. Donc ça peut être un pays, une région, un département. Et ensuite d'établir une stratégie de prospection. Donc ça, c'est vraiment le résultat de tout ça et la finalité de tout ça, c'est qu'on va pouvoir dire, ok, nous en France, on a tant de sites, c'est tel type de site, on va aller là-dessus, on va se concentrer là-dessus. Ça permet de concentrer les efforts, donc d'être plus efficace dans nos prospections et du coup d'être bien plus pertinent et bien plus efficace dans la façon dont on va travailler. Voilà pour moi. Donc là, c'est la phase de questions. Donc vous me levez la main et je vous fais passer le micro. Il y a Stan qui toujours pose des questions. Ça marche. Vous avez parlé de la mise en place de ces projets-là, surtout à mon avis à l'échelle de la France. Est-ce que c'est tout aussi simple ou peut-être plus difficile pour les autres pays, enfin, je veux dire États-Unis, Japon, est-ce que les autorisations, les offres, est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué Alors, il faut savoir que oui, le process d'autorisation de permis de construire est assez différent d'un pays à l'autre. Après, ce qui se passe, c'est qu'au Japon, on a eu un contexte plutôt favorable, parce qu'en fait, c'est le marché historique de ciel et terre, et aussi, du coup, par extension, le nôtre. C'est qu'à la suite de Fukushima, ils ont cherché à sortir du nucléaire. Et le Japon, c'est un pays montagneux, c'est des îles, donc il y a finalement très peu d'espaces plats disponibles.
Donc le peu d'espace est dédié à l'agriculture. Donc finalement, le solaire flottant, c'était, on va dire, un peu la solution rêvée pour eux, surtout qu'en plus, ils font pas mal de culture de riz, donc il y a besoin d'eau. Il y a beaucoup de sites de rétention d'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation, donc ça marchait très bien. Donc par exemple, ça fonctionne assez bien au Japon pour ça. Aux États-Unis, les process sont finalement peut-être plus simples qu'en France, c'est beaucoup moins lourd. En France, on a quand même cette culture de vouloir bien faire les choses. Mais globalement, je pense que c'est l'Europe, parce que, alors même si on est que en France et en Italie, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Et il y a quand même, on est quand même très attaché à cette conservation de. Enfin, on n'a pas tant d'espace qu'aux États-Unis. Donc, quand on vient investir en espace, on fait attention à ce qu'on fait. Moi, j'en avais une. Comment est-ce que vous calculez l'ensoleillement? Alors ça, c'est des données qui sont calculées, enfin qui ne sont pas calculées par nous. C'est en fait des couches de données qui existent comme ça, où ils ont des mesures un peu partout. Où ils font des mesures à plein de points dans le monde et après ils font des extrapolations pour estimer ce qu'il y a entre deux stations de mesure. C'est pas par rapport aux ombres portées, s'il y a un relief ou... Non, ça c'est après nous localement, quand on va faire les études, qu'on va venir le considérer. Merci. Alors moi j'ai une question. Comment vous choisissez vos lacs? Quels sont vos critères? Alors ça, c'est un peu délicat comme question dans le sens où ça fait un peu partie de nos secrets de fabrication. Comme vous pouvez vous en douter, on n'est pas seul sur le marché. Et en gros, on va avoir, bon, je vais essayer de rester assez vague, mais on va avoir des critères sur la taille, des critères sur les protections qu'il y a déjà sur le site, sur la distance au raccordement, ce genre de choses. Ça reste un peu le même genre de question. C'est que vous parlez du coup des différents critères et vraiment lequel serait parfait. Je veux dire, quand vous mettez niveau A, critère 1, lequel serait meilleur que d'autres? Alors, ce serait un très grand site sur lequel il y a zéro espèce, ou très peu d'espèces différentes, donc qui soit par exemple colonisé par une espèce très commune qui n'est pas du tout menacée, qui soit juste à côté d'un point de raccordement. Concrètement, je pense que là on fait le projet idéal comme ça, avec un ensoleillement bien sûr. Bonsoir, merci pour votre présentation. En France, quelle est la proportion et le besoin de calories par rapport à l'électricité? Vous le savez, ça? C'est-à-dire, je comprends pas très bien la question. On a besoin de se chauffer, donc il nous faut des Oui. calories. Oui. Pourquoi passer par l'électricité pour avoir des calories? On peut chauffer de l'eau directement avec des panneaux. Oui, mais ça, du coup, là, c'est des panneaux thermiques. Nous, Ouais. on est sur des panneaux Je photovoltaïques. comprends parfaitement. Oui. Mais quelle est la proportion de besoins calorifiques en France par rapport aux besoins électriques? Alors ça, j'en ai aucune idée. Non, merci. Parce qu'on passe toujours par l'électricité pour faire des calories. Il y a d'autres systèmes. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, nous, c'est pas notre sujet et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Après, oui, c'est vrai que la chaleur renouvelable, ça fait partie, je pense, des angles qu'on devrait exploiter en France, parce que tout simplement, oui, on va avoir besoin de se chauffer. Ça fait partie des besoins qu'on a. Merci. Parmi vos projets, avez-vous rencontré des difficultés particulières? Chaque projet a son lot de difficultés, on va dire. Tout est possible à découvrir en fait. Concrètement, là, on a un projet, on a découvert qu'il y avait un bunker dedans, enfin sous l'eau, et que du coup, ça allait poser un peu de problème, surtout si le niveau d'eau baissait un petit peu. Donc voilà, tout est possible. En fait, il n'y a pas de difficulté type. C'est chaque projet a ses particularités et son lot de surprises, on va dire. Et comment ça se fait que ce système est aussi peu connu? Parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, en fait.
Alors, c'est si peu connu parce que je pense qu'en France, on n'y croyait pas forcément au début. Parce que, comme je disais, nous, on est une entreprise française à la base. Et quand on a développé la technologie, enfin, quand Ciel et Terre a développé sa technologie, bon, eux, ils étaient partants pour le développer en France. Sauf qu'en France, on leur a un peu rionné en mode du photovoltaïque sur l'eau. Et en fait, là où ça a bien pris, c'est au Japon parce qu'on avait un contexte particulier. Je pense qu'aussi en France, ce qui se passe, c'est qu'on a été longtemps, enfin en tout cas la génération électrique a été longtemps dominée par le nucléaire et que finalement ça a un peu aussi ralenti le besoin et l'envie de développer du renouvelable en France. Donc en fait, de façon générale, en France, on est en retard sur le développement des renouvelables par rapport à nos voisins européens. C'est peut-être en rapport avec la question précédente. Vous dites, vous avez évoqué, je crois, dans les premières diapositives, tous les projets qui sont les projets futurs à mettre en place. Est-ce que, justement, depuis que Electricity est présente, est-ce que, du coup, il y en a beaucoup plus? Est-ce que vraiment, dans les prochaines années, on va témoigner beaucoup d'appels d'offres ou de demandes de ces projets-là? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit de plus en plus, effectivement, alors, les appels d'offres dont on parlait, au niveau, par exemple, il va y en avoir quand il y a du foncier communal ou intercommunal où ils ont besoin de faire des appels d'offres pour pouvoir sélectionner un porteur de projet. Après, ce qui se passe, qu'on voit aussi, nous, à notre échelle, c'est que les loyers qu'on verse, parce que nous, en fait, on loue en général les sites pour pouvoir mettre notre centrale, les loyers ont monté et montent parce que les propriétaires de lacs maintenant savent que ça fonctionne, que c'est possible et que c'est une façon de valoriser aussi leur lac. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais c'est preuve que ça se réveille et que les gens commencent à connaître et les gens commencent à savoir que ça existe, que c'est possible, que c'est intéressant et que ça fonctionne. Bonsoir. Moi j'avais une question. Vous avez parlé de la bathymétrie tout à l'heure. Je voulais savoir c'était quoi réellement le rapport entre la bathymétrie et la mise en place des panneaux photovoltaïques. Alors, pourquoi ça nous intéresse la bathymétrie Ce qui se passe, c'est qu'un plan d'eau ne reste pas à un niveau d'eau égal. Il change aux différentes périodes de l'année. En été, il est plus vide. En hiver, il est plus plein. Donc quand le niveau va varier, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de ne pas venir taper, par exemple, les rebords de façon assez, assez pragmatique. Donc c'est aussi important pour nous de savoir comment est fait le plan d'eau au fond. Et du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un projet que le niveau de l'eau baisse tellement que ça touche pour le moment? Alors, pas chez Electricity, mais chez Ciel et Terre, ils ont eu un projet qui, à la base, était flottant et maintenant se retrouve posé de façon définitive, enfin, pour le moment définitive. Vous avez dit que vous vendez donc l'électricité à EDF. Est-ce que c'est pertinent pour une entreprise qui consomme peu d'électricité d'acheter les panneaux pour eux et de consommer la production d'électricité pour leur production? Est-ce que pour l'entreprise, je ne sais pas, une industrie qui fait la métallurgie ou quelque chose comme ça, qui a besoin d'énergie, est-ce que c'est intéressant pour elle de prendre des panneaux solaires flottants, si elle possède un lac, pour sa consommation perso en termes d'autonomie ou en termes de choses comme ça? Alors, ce qui va se passer, l'intérêt, par exemple, alors, c'est pas forcément que pour. C'est bon. Ce qui va être intéressant, alors c'est pas forcément spécifiquement pour le solaire flottant, ça peut être aussi pour le solaire en général, c'est que nous, quand on arrive avec notre projet, on sait exactement à combien on a besoin de vendre notre électricité pour être rentable. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir proposer un tarif fixe sur un certain nombre d'années à l'industrie qui va potentiellement... alors c'est des choses qui se mettent en place. Alors, je ne sais pas si ça se met en place en France, mais je sais que c'est des sujets qui sont assez sur le grill en ce moment. C'est justement pouvoir revendre en direct aux industries pour pouvoir leur assurer un tarif spécifique, surtout ce qu'on a pu voir l'année dernière avec l'explosion des prix de l'énergie. C'est que du coup, ils seront moins exposés à ces grosses variations de coûts. Et du coup, ça leur assure aussi de l'énergie à un prix qu'ils maîtrisent.
Alors ça, effectivement, c'est une excellente question. Il y a des études qui sont en cours sur le sujet. J'avoue que je ne suis pas forcément tout au fait des avancées de ces choses-là, mais c'est effectivement un sujet qui intéresse beaucoup et qui est étudié en ce moment. Alors, il me semble que c'est l'Université de Toulouse avec des développeurs de projets solaires flottants qui est en train de monitorer ça, de voir quels sont les réels effets sur la biodiversité. Comme je disais tout à l'heure, on a sur certains sujets, notamment sur la croissance des algues, quand c'est des espèces invasives, je pense que c'est plutôt positif. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je le disais au début, on va essayer de s'implanter sur des lacs qui ne sont pas naturels, donc qui sont, dont potentiellement la biodiversité a déjà été bien mise à mal, des sites pollués, des choses comme ça. Donc finalement, la biodiversité sur ces sites-là déjà est très très limitée. Donc l'impact sur le peu de biodiversité qu'il y a sur place est quand même, va quand même être beaucoup plus faible que si on se mettait sur des lacs naturels où il y a une diversité assez élevée. Pour rebondir à la question qui a été posée, il y a effectivement des conséquences sur l'environnement. Il y a aussi des activités sur les lacs, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le fait de poser des panneaux solaires sur des lacs dérange les populations locales qui pêchent, comme vous l'avez dit, ou qui font des activités récréatives? Alors nous, ce qu'on essaie de faire de façon générale, c'est quand on va dimensionner, concevoir nos projets, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incompatibilité, que tout le monde soit, entre guillemets, contenté dans ces projets-là, de pas, par exemple, si c'était leur spot de pêche, qu'on leur retire pas totalement leurs possibilités. Après, effectivement, les activités récréatives, c'est possible, mais dans une certaine mesure. Hein, c'est pas toutes les activités. Par exemple, si on est sur un wake park ou un truc comme ça, bon, ça va être un peu compliqué. Donc, on va pas aller sur ces sites-là, hein, bien sûr. Mais en général, quand il y a déjà des choses sur le site et que la technologie est compatible, on va faire en sorte qu'elle le soit et de conserver ces activités-là. J'avais une question pour vous. Quand vous avez fait le projet sur Pulink, le fait que ce soit utilisé par une ancienne carrière et que du coup ce soit un trou de carrière, est-ce que c'est plus facile pour vous de demander d'avoir cet espace ou est-ce que c'est plus compliqué que par rapport à un plan d'eau naturel? Alors non, justement, c'est beaucoup plus simple parce que on part du principe qu'il y a eu de l'industrie sur place, donc peu de développement de biodiversité, donc beaucoup moins d'enjeux. Donc finalement, c'est des sites qui sont beaucoup plus simples. Et ensuite, je parlais aussi tout à l'heure de la sécurisation des tarifs d'achat qui, sur un site naturel, serait impossible. Donc on ne va pas commencer à se lancer sur des projets qui n'ont pas de sens au final. D'aller sur des sites qui sont naturels avec une biodiversité riche, ça n'a pas de sens. Parce que l'engagement qu'il y a de façon générale dans l'équipe chez Electricity, c'est qu'on a quand même une sensibilité environnementale, des problèmes climatiques, de ce genre de choses. Donc nous, on n'a pas envie de faire juste du cash pour faire du cash, quoi. C'est vraiment, on est convaincu que cette technologie peut vraiment aider à la transition énergétique, peut amener en fait, amener notre pierre à l'édifice sur la construction du monde de demain. Je parle en mon nom, mais je pense que c'est le sentiment partagé par toute l'équipe. On est vraiment convaincu que ça peut faire la différence. Et du coup, aller sur des sites naturels, ce serait un non-sens pour nous. Oui, oui. Alors après, pas forcément dans le domaine de la géomatique, mais ça, quoi qu'on a potentiellement un étudiant en géographie, je vais arriver, qui va peut-être nous rejoindre. Donc oui, on prend des stagiaires régulièrement. Une question au sujet de vos raccordements électriques. Comment vous adaptez la tension qui est nécessaire du réseau pour placer vos lacs et est-ce qu'il y a une distance, en fait, un lien entre la puissance nécessaire et le lac? Alors, moi, je ne suis pas ingénieur électrique, donc je ne suis pas tout à fait au fait d'eux. Bon, de toute façon, pour pouvoir se raccorder sur le réseau, on doit remplir un certain nombre de critères.
notamment la tension, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, on va respecter ces règles-là qui nous sont imposées par le gestionnaire de réseau. Pour ce qui est du critère, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais oui, c'est plus ou moins une balance entre la puissance et la distance au raccordement. Est-ce qu'il y a encore des questions à Constance? Quel a été votre premier lac que vous avez fait? Le premier lac que j'ai fait. Alors moi, j'ai pas vraiment fait de lac. Il y a des projets qui sont sortis. Alors moi, je suis pas Electricity depuis le début. En 2019, je suis arrivée après. Je sais pas exactement ce que vous entendez dans votre question, hein, mais pour le moment, nous en France, nos projets, ils sont pas allés plus loin que le développement pour le moment. Donc on n'a pas réellement de projet qui est sorti en propre. Voilà. Donc on peut pas vraiment dire qu'il y a un lac, mon premier lac, qui soit sorti. Moi, j'aurais une question sur simplement le coût de l'installation des panneaux photovoltaïques sur les lacs. Alors, les ordres de prix, je n'ai absolument pas ça en tête. Je sais juste... alors, est-ce que les projets sont sortis? Je sais juste ce qui se passe aujourd'hui en appel d'offres, c'est qu'on est autour de, si je dis pas de bêtises, 70-80 € du mégawattheure. Donc ça, c'est ce qu'on va revendre l'électricité. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce coût-là, il prend en charge aussi bien les investissements initiaux que les coûts de maintenance. Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme ordre de grandeur sur les prix. Vous avez dit que vous travaillez dans des pays dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des pays où l'accès aux données est plus facile que les autres? L'accès aux données des lacs, au raccordement électrique, etc. Oui. Ouais. Oui. En France, globalement, comme je disais, on est très bien lotis. On a quand même beaucoup de choses qui sont ouvertes, beaucoup d'informations qui sont collectables assez facilement. Notamment, moi, je sais que j'ai travaillé pas mal sur l'Italie. Bon, déjà, il faut parler italien. Ce qui est pas... Donc, heureusement, on a de l'aide en local. Enfin, j'ai de l'aide en local. Et après, il y a beaucoup de données, par exemple, suivant comment sont faits les pays. Il y a des pays qui ont fonctionné beaucoup par région, par exemple. Nous, on est très centralisé, donc on fonctionne beaucoup en État. Mais finalement, dans d'autres pays, ils fonctionnent par région, donc on va plus trouver des données par région. Ce qui est forcément, s'il y a 10 régions, ça fait 10 fois plus de travail. Ça va être le cas aussi aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup par État. On va trouver des données nationales, mais ils fonctionnent aussi beaucoup par État. Et donc voilà. Et une question toute bête, est-ce qu'il y a des données des raccordements électriques, des réseaux électriques ou pas? C'est-à-dire des données... Je sais pas, une carte avec les hubs où on peut se brancher avec les réseaux. Alors en France, justement, ce dont je parlais, Capa Réseau, ça nous donne un peu l'espace disponible qui reste à un moment donné, hein, mais l'espace disponible qui reste sur les points de raccordement. Donc en France, oui, ça existe. Je sais que dans d'autres pays, on va avoir les données qui seront disponibles, mais pas forcément aussi accessibles, pas aussi facilement exploitables, parce que forcément, les gestionnaires de réseau n'ont pas forcément envie de partager parce que nous, en France, on va dire qu'on est tout est géré plus ou moins par le même si ce n'est pas totalement vrai. Dans d'autres États, il y a de la concurrence, donc ils n'ont pas forcément envie que tout le monde exploite leurs données. Donc concrètement, c'est pas forcément toujours aussi facile. Bon, j'ai encore une question. Vous avez donc pas mal de corps de métier dans l'électricité. Est-ce que vous sous-traitez des tâches ou pas du tout? Alors, oui, il y a forcément des tâches qu'on va sous-traiter, notamment tout ce qui va être études environnementales, ce genre de choses, parce que tout simplement, on a besoin d'avoir quelqu'un de neutre, d'avoir une entité extérieure qui ne va pas forcément être en faveur dans notre projet, qui ne va pas être biaisé sur son jugement. Donc nous aussi, c'est une façon de dire, ça a été examiné par une tierce entité qui dit qu'on a tel type d'enjeu, et c'est pas nous qui disons ah ben non, on a vu que c'était que des enjeux faibles. Là, on a normalement un bureau d'études spécialisé qui a une expertise, qui va potentiellement avoir aussi une renommée entre guillemets dans le milieu, donc qui va aussi pouvoir nous donner plus de poids quand on va déposer nos dossiers.
Et une question sur votre métier d'ingénieur support technique. Vous intervenez tout au long du processus ou juste à certaines parties? Alors moi, sur la partie essentiellement cartographique, ça va être beaucoup le début. Je pense que là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le corps de ce que je fais. Chez Electricity, après, on va avoir des tâches un peu plus annexes, un peu plus, mais ça va être toujours dans les phases vraiment très, très, très tôt dans le projet. J'interviens beaucoup moins dans le développement et même après, parce que en fait, tout ce qui va se passer après, notamment la conception de la centrale, ça va se passer sous d'autres outils qui sont plutôt de l'ingénierie, donc sous AutoCAD par exemple, qui relève plus du tout de la carto. Excusez-moi. Si on est optimiste et qu'on occupe tous les plans d'eau, quelle puissance installée vous êtes capable de mettre? Alors ça, c'est le chiffre que je vous ai mis dans la présentation, qui est ici. Le potentiel estimé en France métropolitaine est de 6,7 gigas. Donc ce que je disais, je crois que c'est à peu près 380 projets de 20 mégas, donc de la taille de Piolinc. Merci. Et du coup, les 7,6 gigawatts, ça correspond à quelle part de la consommation française? Je sais pas Après, si- là, on parle de puissance, alors que la consommation française, on va parler d'énergie. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes unités. Après, ce qu'il faut voir, je peux faire un petit comparatif, même s'il est un petit peu, il n'est pas forcément hyper cohérent, dans le sens où je peux comparer par exemple à une tranche de nucléaire, qui va pas du tout être pareil, puisqu'on va pas produire du tout de la même façon. Mais une tranche de nucléaire, c'est à peu près, ça dépend les tranches, mais c'est 900 mégawatts à 1 giga. Donc voilà. Si je peux faire la comparaison. Moi, j'avais une question sur la résistance de l'installation aux intempéries. Comment ça se passait? Alors, comment ça se passe? Donc, comme je disais, on est implanté. Alors, en France, c'est pas trop le problème. Aux États-Unis, ça pourrait. Au Japon, il y a beaucoup de typhons, ce genre de choses. Et normalement, c'est dimensionné pour résister à ça. Donc, ça peut résister à quand même beaucoup de vent, donc à des intempéries un peu violents. Donc oui, ça peut résister. Moi, j'avais une autre question par rapport à votre parcours. Vous en avez pas du tout parlé. Comment vous avez intégré l'entreprise? Vous avez fait quoi comme études pour en arriver ici? Il n'y a pas de souci. Alors moi, je suis un peu tombée dans la carto par hasard, hein, parce que moi j'ai fait des études d'ingénieur. Je me suis aussi spécialisée dans les énergies renouvelables, donc j'ai un parcours voilà, ingénieur généraliste, ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables. Et c'est en arrivant en fait dans la première entreprise de développement, parce qu'en fait Electricity c'est ma deuxième entreprise, que je suis tombée dans la carto, parce que la cartographie est un peu omniprésente dans le développement des renouvelables. C'est un peu un outil, je ne vais pas dire incontournable, mais je pense qu'on pourrait le dire comme ça, surtout dans les phases au début des projets, donc que ce soit au niveau de la prospection que du développement. C'est des outils qui sont assez récurrents, qui sont assez utiles, que ce soit pour le chef de projet de voir ce qui se passe sur son projet, donc de pouvoir faire des différentes superpositions de couches, que pour créer des supports de communication pour pouvoir montrer aux gens ce qui se passe, ce qu'il y a comme contraintes, ce qui existe, etc. Donc moi, je suis tombée comme ça dedans. Et je trouvais ça assez intéressant puisqu'on touche à quand même beaucoup de choses. Ça nous oblige à avoir une compréhension quand même assez fine de ce qui se joue, des différents process d'autorisation, de les comprendre, de savoir du coup, d'arriver à tirer quelles sont les contraintes qui vont être les plus, on va dire, pas les plus contraignantes, mais ce qui va être le plus important pour pouvoir un peu faire ressortir ce qu'on a envie de faire ressortir, c'est-à-dire les zones les moins contraintes et les projets les plus faciles, je vais dire ça comme ça. Vous avez parlé d'AutoCAD tout à l'heure. D'un point de vue technique, quels sont les logiciels que vous utilisez en termes de cartographie et de base de données? Alors aujourd'hui, les bases de données, j'en ai un peu parlé. Voilà. Pour ce qui est des outils carto, moi j'utilise QGIS beaucoup, surtout pour tout ce qui est traitement. Et après, nous, on va dire qu'on partage les résultats et l'outil que va utiliser beaucoup les prospecteurs,
ça va être donc Argis, donc Esri, enfin je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais voilà. Donc vous, vous êtes ingénieur, mais avec quel autre métier vous travaillez sur tout le process? Alors, on va travailler avec beaucoup de tout type de personnes, parce que finalement, de la prospection, ça peut être fait aussi bien par des gens issus d'écoles de commerce que d'ingé, mais d'ingé qui ont fait par exemple des écoles d'agro ou des écoles qui ont fait, enfin toutes sortes d'écoles d'ingé en fait. On peut avoir, ou même moi j'étais tombée dans mon ancienne entreprise sur quelqu'un qui avait fait un master de finance qui s'était orienté vers ça. Donc vraiment. En tout cas, sur la partie prospection, on peut avoir vraiment tout type de profil, des gens qui ont fait pas mal aussi du commerce, donc qui ont été commerciales pour toutes sortes de choses dans le monde agricole. Donc on peut vraiment avoir beaucoup de profils différents. Après, bon, chef de projet, c'est beaucoup d'ingénieurs, même si je pense que c'est pas une nécessité. J'ai pas les exemples en tête, mais je pense qu'il y avait des gens qui n'étaient pas ingénieurs, qui ont fini chef de projet. Après, on va avoir forcément des cartographes. Moi, parce que je me mets dans la position aussi extérieure, parce que dans l'ancienne boîte, j'étais pas du tout en charge des outils carto. Moi, c'était vraiment mon outil de travail et pas moi qui travaillais pour améliorer les outils. Donc, il y a des gens qui travaillent aussi à temps plein sur ces choses-là. On va avoir toute la partie légale, donc avec des avocats, des gens qui ont fait des études de droit. On va avoir toute la partie aussi financement. Donc là, ça va être plutôt des financiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gens qui font de la com, parce qu'on a aussi, c'est des gros besoins, c'est la communication, c'est assez essentiel, surtout, je parlais tout à l'heure de la concertation, aussi de se faire connaître des propriétaires, parce qu'ils pourraient peut-être un jour venir nous chercher, on ne sait pas, que les communes aussi nous contactent parce qu'ils ont des intérêts sur ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, on touche un peu à tous les métiers, hein, parce qu'on a des gens donc un peu plus techniques sur la conception technique des centrales. On va avoir des gens qui vont plutôt sur le terrain. Donc on a vraiment tout type de profil. En fait, il n'y a pas un profil type spécifique avec lequel on va travailler, puisqu'on a besoin de tout. C'est des projets complets qui ont besoin de tout type de compétences. Non, moi c'était sur quand vous parliez de la séquence ERC, quels sont les leviers que vous pouvez avoir donc justement pour compenser? Est-ce qu'ils sont les mêmes dans tous les pays? Alors, la séquence ERC, c'est quand même très propre au marché français, ce qu'il faut savoir, hein. Après, comme je dis, aujourd'hui en France, nos projets sont encore en développement, donc je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de ces séquences-là. Et effectivement, quand on se pose la question sur la compensation, dans notre cas à nous, ça peut être très vite compliqué. Est-ce que vous avez encore des questions? Bon, eh ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Constance Daléry, d'être venue de Bordeaux jusqu'ici. Je voulais aussi remercier particulièrement le Café des Sciences, avec qui on a collaboré aujourd'hui pour cette soirée. Voilà, sans eux, on ne pourrait pas faire ce genre d'événement. Ils nous ont beaucoup conseillé, dès qu'on leur a proposé le concept, ils nous ont dit oui de suite. Donc ça, c'est vraiment... voilà, merci beaucoup à vous. Merci aussi au restaurant chez Françoise qui nous accueille ce soir, hein, parce qu'il fait chaud, on a un projecteur, c'est très bien. Et puis je voulais aussi remercier les membres de l'association de Bang, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on fait tous ces événements-là. J'en ai dit un peu tout à l'heure, je ne vais pas les répéter. Mais voilà, merci beaucoup à vous, puis on va se retrouver pour de prochains événements très très vite. Merci.